m'a proposé de travailler avec Stéphanie Georges sur comment se dire adieu avant même de commencer à se rencontrer. Et juste pour finir ce colloque, comment allons-nous dire adieu? Car Léo vous a déjà dit que c'est au revoir jusqu'à l'année prochaine. On a travaillé en s'envoyant des textes, en se rencontrant 2 fois. Et quand j'ai reçu le dernier texte hier, le gros des discussions que j'avais avant-hier, le gros des discussions que j'avais avant avait disparu parce qu'on est arrivé à un texte, je dirais, qui est le texte de Stéphanie indéniablement, mais que je pourrais tout à fait considérer comme mien, en grande partie. Alors, c'est un texte qui va prendre un peu de temps. Et comme je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion, peut-être que je ne dirai pas grand-chose après, ce qui sera difficile pour moi, mais donc il fallait que je dise quelque chose. Il fallait que je dise quelque chose au début. Mais comme vous allez voir, la situation dont elle parle, elle est intéressante. Et intéressante aussi qu'elle vienne conclure la journée, je trouve. Donc je passe la parole à Stéphanie Georges, qui travaille à l'hôpital Saint-Louis. Voilà, je vous laisse finir de vous présenter. Bon, je ne vais pas me présenter, je vais commencer tout de suite. Effectivement, mon texte s'appelle « Comment se dire adieu », mais en même temps, en entendant Carl Léo tout à l'heure, je me suis dit que si j'avais trouvé la formule, je l'aurais appelé « spécialiste du vide » ou « spécialiste du rien ». Ça sera peut-être plus clair à la fin de mon exposé, mais je trouvais que finalement, ça parlait très très bien de ce dont je vais vous parler. Psychologue à l'hôpital, nous sommes confrontés à repenser le cadre classique d'un travail psychothérapique, à commencer par l'engagement d'un suivi. Attend-on qu'une demande soit exprimée par le patient, ou au moins par l'intermédiaire d'un soignant qui pressent une souffrance psychique? Va-t-on se présenter à tous les patients du service, systématiquement? Cette question des débuts de prise en charge est un classique. En revanche, nous évoquons bien moins souvent les fins de prise en charge, alors même qu'elles ne sont pas moins soumises à des tumultes qui nous bousculent dans nos habitudes, dans nos positions. Dans le service où j'exerce, les patients que je rencontre sont atteints de cancer. Les fins de prise en charge peuvent prendre toutes les formes. Quelques rendez-vous qui ne donnent pas suite à un travail au long cours, un suivi circonscrit à une hospitalisation qui s'interrompt avec la sortie de l'hôpital, un suivi aussi régulier qu'un traitement chimiothérapique le permet, interrompu avec la fin des traitements et l'entrée en rémission, mais aussi un suivi interrompu brutalement parce que la mort approche ou parce que la mort est là. Nous sommes alors bien loin des fins de traitement auxquelles nous avons été formés, où une fin s'anticipe, s'énonce, se prépare, où un délai est prévu afin de mettre au travail des éléments jusque-là assoupis ou à peine émergents, que la séparation à venir permet de rejouer sur une autre scène. Il est commun de considérer que la fin d'un travail va raviver les séparations d'autrefois, les pertes vécues ou fantasmées, mais aussi parfois des vœux mortifères qui peuvent concerner autant le thérapeute que le patient lui-même. Et bien souvent, nous avons à l'esprit que ce travail peut avoir lieu car le patient et nous, thérapeutes, survivons à cette séparation. C'est justement parce que nous y survivons que des mouvements particulièrement intenses, voire violents, peuvent se jouer. Mais qu'en est-il lorsqu'il est question de se dire adieu et non de se dire au revoir? Que devient une fin de prise en charge quand la mort s'en mêle? De quelle fin peut-il s'agir? Peut-elle vraiment être mise au travail, être préparée, puisque cette fin-là rime avec mort, vide, rien, et non plus avec séparation, perte, c'est-à-dire reste et retrouvailles? Psychologue clinicien à l'hôpital, avons-nous à dire adieu à nos patients? Qu'est-ce que cela vient recouvrir? Nous pourrions avoir facilement tendance à pencher du côté de l'accompagnement ou bien mourir, aider le patient à appréhender la mort sereinement. Il est vrai que les prises en charge se nouent souvent dès l'origine sous le sceau d'un apaisement des angoisses mortifères, comme si notre mission de psychologue hospitalier était justement de soulager les patients qui vont mourir. Les patients que nous rencontrons à l'hôpital n'ont souvent jamais rencontré de psy jusque-là. C'est la survenue de la maladie grave et l'angoisse de mort qu'elle excite chez eux et chez les soignants qui les conduit à nous rencontrer. Le psy est appelé pour faire taire toutes ces angoisses, pour les contenir, pour les absorber. Mais est-ce bien là que le patient nous attend? Est-ce bien là notre place? Les patients que je rencontre m'amènent à penser que le travail est ailleurs, aussi et surtout à la toute fin de leur vie. Je m'appuierai sur l'histoire de Monsieur S, qui est un autre Monsieur S, où la prise en charge psychologique aux allures psychothérapiques a été interrompue définitivement par la mort, pour tenter d'apercevoir là où le travail nous emmène. Monsieur S est suivi dans le service depuis 3 ans, lorsque nous nous rencontrons pour la première fois. L'idée de rencontrer une psychologue est présente depuis le diagnostic de son cancer, mais sans qu'il sache bien pourquoi, ce n'est qu'aujourd'hui que cette rencontre a lieu. Ce sont surtout sa femme et son oncologue qui insistent pour qu'il voie une psychologue. Il est d'accord avec ce projet, mais d'habitude, il garde tout pour lui. Et puis, de toute façon, ça va, il gère. Mais tout au fond, c'est dur. Il craque de temps en temps,
Il pleure, s'endort, et au réveil, ça va mieux. Puis Monsieur S évoque une période de sa vie où il était soldat. Une certaine nostalgie pointe, mais avant tout, il me montre sa vaillance, sa résistance au combat. Il en a vu d'autres, il revient de loin. Et à partir de là, il brosse rapidement son parcours de vie jusqu'à aujourd'hui et les tracas financiers que la maladie a causés. Tout va très vite. Monsieur S dit tout d'un coup, sans grand détail, mais nous parcourons tout son trajet de vie en une seule séance. Comme s'il fallait se rencontrer rapidement, se connaître vite et y aller. Les rendez-vous s'enchaîneront à l'image de cette première rencontre. Les séances prendront tout de suite un caractère régulier, indépendant de ses venues à l'hôpital de jour pour ses traitements. Monsieur S investira ces séances comme le seul lieu où il parle, où il peut dire ses ressentis ailleurs innommables, difficilement partageables, sans que ça soulève inquiétude, pathos, voire pitié. Mais c'est aussi le lieu où il va pouvoir exprimer ses doutes quant à la prise en charge, ses récriminations à l'égard de l'équipe. Rien de très massif, tout est toujours mesuré, mais il y a quelque chose d'un tout peut se dire, tout peut être entendu. D'ailleurs, nos séances ne se cantonnent pas à la maladie. Monsieur S en dira pratiquement toujours un mot, comme si elle était notre entrée en matière, notre point de départ, mais rapidement, il enchaînera sur d'autres préoccupations qui nous emmèneront avec sa famille, ses souvenirs d'enfance, son milieu professionnel, son voisinage, ses envies de vacances, ses projets de retraite. Certaines séances seront espacées d'une pause notable du fait des effets du traitement et de l'impossibilité physique ou psychique de Monsieur S de se rendre à nos rendez-vous. Mais chaque fois, les séances reprennent à sa demande. Nos rencontres auront lieu pendant près de 2 ans. Jusqu'à un jour où je le croise pour la première fois dans le hall de l'hôpital. Je suis en civil, sur le départ. Lui est en survêtement, un pied à perf à ses côtés. Passé ce moment étrange où l'on se reconnaît malgré l'absence de la blouse blanche et le cadre habituel de nos rencontres, Monsieur S me confie que les nouvelles sont mauvaises. Il est hospitalisé car son état s'est aggravé. La maladie, contenue jusqu'alors, a fortement progressé. Il me demande si on peut se voir rapidement et nous convenons de nous revoir lors de ma prochaine venue à l'hôpital. Ce jour-là, Monsieur S m'apprend qu'il a été décidé avec son médecin d'arrêter les traitements. Son corps ne peut plus les supporter et les effets bénéfiques de la chimiothérapie ne se font plus sentir. Monsieur S est très secoué par cette nouvelle, et moi aussi. Il pense surtout à ceux qu'il va laisser. Sa peine s'exprime essentiellement en passant par celle de ses proches. Il me demande d'ailleurs si je peux recevoir sa sœur et sa compagne qui sont particulièrement abasourdis. Et surtout, il s'inquiète que l'on puisse continuer à se voir. Puisqu'il va sortir de l'hôpital et ne reviendra que pour des consultations avec son médecin, il se demande s'il sera tout de même possible que nos séances se poursuivent. Je lui confirme que la prise en charge continue, tous les traitements ne sont pas arrêtés, celui-là peut se poursuivre, et nous convenons d'une prochaine date. Il est rassuré. « Ça va être dur, je vais en avoir besoin », me dit-il. Je ne reverrai plus jamais Monsieur S. Il ne viendra pas au rendez-vous qu'il avait si précisément demandé, il ne l'annulera pas, il n'appellera pas, n'en demandera pas un autre. Il ne donnera plus aucune nouvelle, en tout cas à moi. J'apprendrai son décès quelques semaines plus tard par mes collègues infirmières de coordination qui seront restés en contact avec lui et sa compagne jusqu'à la fin. Face à cette interruption définitive des séances, je suis envahie par un certain nombre de questions qui, pour beaucoup, engagent ma responsabilité et ma compétence. Je cherche à comprendre un tel revirement. Que s'est-il passé pour que les séances qui semblaient être un espace investi ne puissent plus avoir lieu? Comment comprendre que Monsieur S ne se soit plus du tout manifesté, qu'il ait ainsi disparu? Me viennent alors des images d'Épinal de la psychologue à l'hôpital qui apporterait l'apaisement au patient qui va mourir. Exit, cette belle image. Je ne serai pas celle qui pourra aider Monsieur S à atteindre une sérénité pré-mortem, une sagesse à accepter la mort qui vient. Je ne serai pas non plus celle qui l'accompagnera jusqu'à la fin pour lui proposer un travail de pensée qui lui permettrait d'être du côté de la vie jusqu'au bout, de mettre au travail une vie entière afin de l'écrire une dernière fois avant de disparaître. Je continue de chercher à comprendre et je développe toute une série d'hypothèses arguant du pourquoi Monsieur S a été empêché de venir, empêché psychiquement bien sûr. Je pense en premier lieu au fait qu'il n'a pas pu venir car les conflits pulsionnels auxquels il est soumis seraient trop violents pour être exposés et entendus. Le lieu des séances serait trop fragile pour faire face à un tel danger. Quelle autre solution que la fuite? Que peut-on face au déchaînement de la pulsion de mort, au gros bataillon évoqué par Freud? Tenter toute déconstruction serait trop risqué. Il n'y aurait plus assez de libido pour y faire face et espérer opérer de nouvelles liaisons. Et face à ce déchaînement, je n'ai pas pu peser bien lourd. Je ne serais pas en possibilité de recevoir toute l'intensité de Thanatos. Le patient éviterait ainsi de me faire subir une violence à la mesure de celle qu'il vit. Car si le patient est supposé dire tout ce qui lui vient, le thérapeute est supposé tout écouter, en prenant la mesure de ce qu'il ne parvient pas à entendre. Mais que peut-on dire, que peut-on entendre quand la mort est si proche? Ne serions-nous pas plutôt du côté de l'indicible? Comment formuler l'irreprésentable? Et je pourrais être bien en peine d'entendre quoi que ce soit d'un tel matériel. Les patients au bord de la mort ne peuvent plus nous tenir à cette place de supposé sachant, supposé écoutant idéal. À l'approche de la mort, nous ne valons plus grand-chose. Mais alors,
Quel renversement! Ce n'est plus Monsieur S qui est terrassé par l'approche de la mort, c'est moi qui ne vaut plus grand-chose. J'en viens alors à me demander si ce renversement ne devrait pas être poursuivi un peu plus avant. Et s'il n'était finalement pas question pour Monsieur S d'un empêchement à venir, mais d'un choix, révélateur d'un travail toujours en cours. Il aurait choisi de ne pas me revoir. Ni moi, la psychologue avec laquelle il a échangé pendant plusieurs années, ni moi, la femme qu'il a croisée dans le hall de l'hôpital, ayant visiblement une vie ailleurs. Le rendez-vous qu'il m'a demandé n'est peut-être pas celui que je lui ai proposé. Pas de quoi recharger les batteries libidinales, ce rendez-vous qui suppose de revenir à l'hôpital, ce lieu qui ne lui parle que de sa mort. Pourquoi serait-il venu, finalement? Pour que l'on se dise adieu? Pour éprouver cette perte définitive? Pour l'aider à mourir sereinement? Et si c'était tout l'inverse que M. S souhaitait? Rester bien vivant, jusqu'à la fin, actif, libidinal, investi. Ce qui me conduit à continuer à retourner la situation et à penser que ce n'est pas M. S qui a disparu, mais moi qui l'a absenté. Absenté, donc ailleurs, et par conséquent que l'on peut retrouver. Peut-être. Mais dans un premier temps, j'ai le sentiment qu'il m'aurait non pas absenté, mais plutôt supprimé, d'un trait, rayé de la carte, avec la même brutalité que l'annonce de la fin des traitements. Du jour au lendemain, il est passé d'une prise en charge médicale à l'absence des traitements, au vide des rendez-vous, au rien. Pourquoi ne pourrait-il pas en être de même pour ses séances? Pourquoi ne pourrait-il pas infliger lui aussi le même traitement radical à sa psy? Passage de la passivité à l'activité, à l'agressivité, Monsieur S est bien vivant. C'est lui qui m'inflige une perte, ou sous un autre versant, c'est lui qui décide de cette perte, et non qui subit seulement celle que la mort lui réserve. Voilà Monsieur S bien plus puissant que je ne voulais le voir dans cette atteinte narcissique ultime. Monsieur S peut se passer de moi, il peut s'en débrouiller seul, il n'a besoin de personne pour ce combat. Pas de dépendance. Mais là encore, il me semble qu'un renversement a lieu. Si Monsieur S s'est dégagé d'une dépendance, d'un lien, qu'en est-il de mon côté? Je suis seule, sans Monsieur S et sans aucune nouvelle, mais pas sans penser. Je pense à Monsieur S pendant tout le temps où je l'attends. Je ne cesse de penser à lui. Il n'est pas loin d'envahir mes pensées. Que se passe-t-il? Comment va-t-il? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je demande aux infirmières de coordination si elles savent quelque chose? Est-ce que je regarde dans un logiciel s'il est hospitalisé dans un autre service? Et le temps passant, les questions ne sont pas moins nombreuses. Autant dire que Monsieur S est particulièrement présent à mon esprit. Ainsi, l'arrêt du travail n'est pas concomitant avec l'arrêt du transfert. Il semblerait que ce patient qui disparaît lorsque la mort rôde me laisse en héritage une part libidinale non négligeable. Moi qui pensais que le travail de séparation n'existait pas puisqu'une disparition ne laisse aucun reste, me voilà aux prises avec un reste dont je ne parviens pas à me défaire. Le reste serait ailleurs. Il serait justement dans ce qui est laissé du côté du thérapeute. Finalement, l'absence, ce vide, ce n'est pas rien, comme nous le dit Fédida. Il s'agirait peut-être plutôt de maintenir en suspens, de faire durer. Peu importe ce que ça me coûte, ce que ça vous coûte, semblent nous dire certains patients, pourvu que ça dure. Ça, c'est Pontalis qui nous le dit. Par son absence, le patient fait durer sa présence, son existence en moi. Ainsi, le temps s'étire indéfiniment. À la manière de Scheherazade dans Les Mille et une nuits, ce patient qui disparaît soudainement garderait la fin de son histoire en suspens. Jamais il ne dévoilera le dénouement, et ainsi laisse la mort incertaine. Le temps devient intemporel, et d'une certaine manière, il me laisse dans un temps suspendu, jamais informé de sa mort. Je peux garder l'espoir qu'il continue de vivre. Il alimente ainsi notre fantasme d'immortalité. Et ne pouvons-nous pas nous demander si cette suspension du temps ne vise pas également à préserver le patient et le dispositif, ou en tout cas porte cet espoir? Je suis interdite par son absence de toucher à quoi que ce soit, à remettre quoi que ce soit au travail. Nous gardons tout intact, le dispositif, les contenus, les représentations. Tout est là, susceptible de poursuivre le travail commencé. Peut-être ici en moi, mais aussi ailleurs, en lui. Car comme nous le dit Pontalis, rompre avec son analyste, c'est le garder, et ce n'est pas du tout la même chose que s'en séparer. En disparaissant, ce patient me laisse une trace particulièrement profonde, comme s'il cherchait à marquer l'objet d'une empreinte indélébile afin de survivre en lui. Cette trace n'est peut-être pas seulement celle qui vise à ne pas être oubliée et à continuer à être, ou en tout cas pas seulement comme présence après la mort. Cette trace pourrait être une forme de double fantomatique, ce double évoqué par Michel de Musan, qui est la partie qui doit mourir à la place du patient, donc ce qui assure sa survie. Pour de Musan, le double préserve jusqu'à un certain point un investissement narcissique suffisant de l'être propre. Mais finalement, quelle est la partie que le patient déposerait par son absence? La partie malade, c'est l'atteinte d'un cancer, ou à l'inverse, l'être parlant, pensant, désirant? Ce n'est pas moi qui suis malade, c'est l'autre, dit une patiente de Musan. C'est l'autre dont je serai dépositaire, grâce à la disparition subite de Monsieur S. L'autre,
une sorte de double symétrique de celui du stade du miroir. Un double parlant, pensant, qui se reflète dans mes pensées, auquel ma psyché peut donner forme. Un double plein de désirs, encore chargé libidinalement, toujours vivant. Pour conclure, je voudrais en revenir à Freud, qui s'était interrogé dans Analyse avec fin, Analyse sans fin, sur la fin d'une analyse, et où il donnait en première proposition tout simplement de dire que l'analyse est terminée quand l'analyste et le patient ne se rencontrent plus pour l'heure de travail analytique. Avec M. S, nous voyons à quel point cette condition est insuffisante pour conclure à la fin d'un travail. Il se poursuit au-delà de l'arrêt des séances, voire même indéfiniment. Car avec ces maladies qui mènent à la mort, le travail pourrait se poursuivre avec les autres, avec ceux qui restent. Nous rejoignons Fédida lorsqu'il nous dit que l'absence n'est pas le vide. Le vide est fait d'une sorte d'annulation de l'absence ou d'une absence sans objet. Il y aurait eu vide si nous avions mis l'absence de M. S sur le compte de la maladie et de l'incapacité à se déplacer, à trouver l'énergie pour ses séances. Il y aurait eu vide si nous ne faisions pas cas de cette absence, si nous n'avions pas pensé aujourd'hui cette absence. Ce vide me semble être l'espace intérieur proposé par Fédida, un espace intérieur de l'ordre de l'espace intermédiaire, un espace de jeu de pensée. Un espace où l'on peut penser, alors que sans lui, tout aurait été écrasé, annulé, voire annihilé. Le vide des séances qui n'ont pas eu lieu est vraisemblablement celui que le patient a pu découvrir au cours des séances précédentes, celui qui lui a permis de penser, d'ouvrir un jeu intérieur. Et je repense alors à la deuxième rencontre avec M. S, où il m'explique qu'il a développé une technique pour lutter contre son cancer. Il parle à son cancer, il fait le vide dans sa tête, il ne pense plus à rien pour tuer ses tumeurs. Comme ce petit garçon dont on lui a parlé, qui aurait vaincu son cancer en jouant aux jeux vidéo. Il était persuadé que les ennemis virtuels qu'il tuait à l'écran étaient son cancer qu'il détruisait petit à petit. Le vide dans sa tête se sera peut-être mué au fil de nos séances en un vide pour penser, un vide dans lequel je ne me retrouve pas si seule finalement, et où les adieux n'ont pas lieu d'être. Je vous remercie. Je ne sais pas comment vous avez réussi cet exploit parce qu'il est 18h, on a encore 15 minutes, je ne sais pas comment c'est possible. Je vais prendre un peu de temps. Bien sûr, la parole est... C'est un binôme, absolument, donc allons-y. Je dirais que ce que j'ai fait comme remarque tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de mal à prendre en considération sérieusement à quel point nous sommes changés et transformés par les patients et par notre travail, c'est certes une pensée ancienne, mais qui a été complètement réactualisée par le travail et la proposition que faisait Stéphanie. Parce que c'était très étonnant comment dans les premières moutures du texte, et ça paraît encore à certains moments, on ne savait plus de qui s'agissait, d'elle, du patient. Et il y avait, ce qu'elle joue à la fin sur le double, quelque chose comme ça, comme un corps chimérique créé par la situation qui perdurait au-delà de la situation. Et puis, autre chose qui était très frappant, et qui rejoint peut-être la discussion qu'il y avait avant. Moi, je ne sais pas si on est des spécialistes du rien ou du vide. Ce que je crois, c'est que l'homme est un spécialiste de la non-spécialisation par rapport aux animaux, qui sont très, très préformés. Mais ce spécialiste de la non-spécialisation ne supporte pas sa non-spécialisation. Donc il arrive à fabriquer des sacrées spécialisations qui sont les symptômes, les mécanismes de défense, les fixations à l'objet, et il fabrique des réponses qui lui font oublier la question, et puis il s'accroche à ces réponses, et tout le travail qu'on va faire, c'est de l'aider à retrouver des questions. Et ce qui était très étonnant, je dis ça parce que ce qui m'a frappé à un moment donné dans la discussion qu'on a eue, c'est la mélancolisation qu'entraînait ce travail, ce qui est normal. C'est-à-dire tout à coup, Stéphanie disait « je suis rien, je suis incompétente, j'ai déconné ». Il y a un cas dont elle ne parle pas, une femme avec qui elle avait l'impression qu'elle n'avait pas fait son boulot de psychologue, parce que dans la dernière séance, il n'a pas été question de la mort de la dame. Il aurait fallu parler de la mort de la dame. Or, non, parce que je lui ai dit au revoir et pas adieu. Non, mais moi je traduis, mais vous pouvez corriger. Effectivement, son problème, c'est qu'elle lui dit au revoir et pas adieu. Mais ce qui était en jeu tout de même, c'était une espèce d'idée qui apparaît dans le texte. Est-ce qu'il faut parler de la mort avec celui qui va mourir? Alors, étonnamment, cette dame, toutes les sens étaient remplies par un truc. C'est qu'elle parlait de comment elle était en train d'organiser sa fin, de comment elle allait retourner au Portugal, de la place qu'elle allait avoir dans le caveau familial. Donc elle parlait de sa mort.
Elle n'était même pas dans le déni de sa mort. Mais ce que faisait admirablement apparaître Stéphanie, qui apparaît aussi dans ce texte, c'est qu'elle savait qu'elle allait mourir. Elle n'était pas dans le déni. Mais elle parlait de tous ses désirs vivants et intenses, hein, de toute sa envie de vivre et que ça dure, en sachant que ça n'allait pas durer. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, mais pourquoi faut-il parler de la mort autant que telle, alors que ce que fait la maladie grave, c'est qu'elle ne parle pas de la mort comme future. Elle parle de ce moment où la mort, elle est là, au présent, agissante, travaillant dans la séance. Alors, comment on fait avec ça, avec cette mort qui est là et qui n'est pas à venir? Et cette mort qui, tout de même, menace le thérapeute. Alors, c'était très étonnant, parce que dans ces mouvements de culpabilisation, je me disais apparaissait tout de même ce que j'appellerais la communauté d'affect entre le patient et nous, et la communauté d'affect propre à tous les humains. Quelque chose qui était que ces patients qui s'en vont, et pas seulement quand ils disparaissent comme ça, finalement, moi j'ai un patient qui m'a dit au revoir pour sa dernière séance il n'y a pas très longtemps. Il était là depuis 10 ans. Mais ça fait 10 ans que j'avais oublié que le temps passait. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais vieilli. C'est au moment de la fin de la cure d'un patient que l'analyse se prend en retour dans la figure, que le temps a passé, qu'il a vieilli, hein, et que la mortalité est là. Il y a quelque chose dans le dispositif analytique qui aide à nourrir la sensation d'immortalité. Donc je pense qu'il y a là quelque chose de très important, et donc c'est pour ça que le travail de Stéphanie est important, parce que, effectivement, quand les patients arrêtent de venir, quelle que soit la raison, même si ce qu'elle développe avec subtilité, c'est quand ils ne reviennent pas, et on sait en plus qu'ils sont morts. Il y a quelque chose, comme disait une de mes filles, quand on a vu le film Brasil il y a fort longtemps, où elle avait un peu été confrontée à la mort, et je cherchais à la rassurer sur la mort, et elle m'a dit, mais tu sais, papa, ce qui est terrible quand quelqu'un meurt, c'est que nous, on continue à lui poser des questions, mais que lui, il ne nous répondra plus jamais. Et je crois que cette dimension-là que vous faites très bien apparaître, elle est la plus tragique, mais elle est au même temps, je dirais, quelque chose qui est... que c'est pas de la mélancolisation, c'est pas qu'elle se met à être dans l'identification projective qu'aurait fait le patient et ce qu'elle lui fait vivre, c'est que la communauté d'affect qui se produit à ce moment-là, c'est quelle est l'action spécifique que le thérapeute doit faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Et quand je parle d'action spécifique, je pense à ce que Freud dit de l'expérience de satisfaction, où il dit, quand le nourrisson est en détresse, l'autre qui va intervenir est quelqu'un de bien informé et d'expérimenté. Et là, on retrouve la question que disait notre collègue brésilienne ce matin, entre la différence entre l'événement et l'expérience vécue. Bien informée pour la mère, dans le fait qu'entendant le nourrisson crier, elle n'est pas sans se rappeler, sans en avoir aucun souvenir, qu'elle a eu l'expérience du nourrisson et que quelqu'un l'a sauvée. Et que peut-être tous les hommes portent en eux la mémoire phylogénétique qu'effectivement nous survivrons aux agonies primitives, parce que dans l'espèce humaine, il y a à peu près presque toujours quelqu'un qui se porte au secours. Donc bien informé par le fait qu'il y a eu le même vécu, mais bien informé peut-être aussi dans ce que dit Winnicott sur la crainte de l'effondrement. Et si ces patients-là nous obligeaient à une chose simple, c'est dans un travail de régression à trouver effectivement ces zones-là où on ne sait pas, où on est dans l'impouvoir, où on est dans la détresse, où tous les habitus, tous les modes de survie qu'on a fabriqués s'effondrent. Et qu'à ce moment-là, on est effectivement dans une communauté de détresse avec ces patients et d'impouvoir. Et la seule chose qu'on peut partager, c'est peut-être ça, et d'inventer à ce moment-là comment des hommes font un SAMU au sens noble du terme. Peut-être que les relations humaines, c'est être capable de construire une assistance mutuelle permanente. Alors, je dis ça parce que c'est un moment de... pour supporter cette régression, il faut accepter d'en revenir transformé. Parce que Winnicott dit, par exemple, même celui qui n'a pas vécu les agonies primitives a la capacité, parce qu'il est un humain, de retrouver en lui quelque chose qui lui permet de comprendre cette expérience que lui n'a jamais vécue. Mais ce qui veut dire qu'à ce moment-là,
il va la vivre. Et la vivant, il est fondamentalement modifié. Il ne reviendra pas pareil. Alors, je crois que c'est extrêmement important, ça, parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure et qui était complètement lié au travail avec Stéphanie, c'est que on n'accompagne pas l'autre dans son expérience, c'est l'autre nous oblige à accompagner l'inconnu en nous et à retrouver les ressources de ce que nous n'avons pas encore traité. Et qu'à un moment donné, le renoncement qui était posé tout à l'heure, l'éthique du bien-dire, c'est une éthique qui est capable de parler des lieux de non-savoir, d'impuissance. Et je trouve de ce point de vue-là, tout le trajet qu'a fait Stéphanie et les questions qu'elle pose, je suis un peu navré de ce que je suis en train de dire, parce que je trouve que ça écrase le propos qu'elle avait fait. J'espère que vous saurez y revenir. Et donc, je vais me taire. Voilà. Merci. On a encore quelques minutes pour une intervention ou des interventions. Peut-être des petites ponctuations. Je peux entre-temps poser une petite question? Mais oui, profitons-en. Est-ce que Stéphanie, tu peux nous dire quand est-ce que cette situation clinique, enfin, ça date de quand? Un an. Il est décédé il y a un an. Il est décédé il y a un an. C'est pour ça, il est mort en étant sacrément vivant. Hein. Il est là, mais il est mort. Mais Stéphanie porte son désir, elle le rend vivant ici. Cet homme est rendu vivant parmi nous. Bon, ça n'enlève rien au fait qu'il est mort. Hein. Et que ça nous arrivera tous, enfin à vous, pas à moi. Quelqu'un souhaite intervenir? Est-ce que la salle souhaite prendre la parole? Est-ce que la salle, tout simplement, reconnaît la finitude de cette journée? Alors nous allons, permettez-nous de conclure rapidement. Hein, Attends, mais... pourquoi Marcella pose cette question? Bon, alors allons-y. Marcella, pourquoi cette question? Non, mais... Non, parce que je voulais poursuivre cette question d'être transformé finalement et faire le lien avec votre présentation tout à l'heure sur les donneurs. C'est-à-dire donner, recevoir et rendre, finalement, il y a dans ce rendre quelque chose de l'objet qu'on a reçu qui est transformé par rapport à ce qui nous a été donné. Et ma question, c'était finalement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ces patients dans votre travail clinique? Qu'est-ce qui a changé? Oui, en vous. De répondre à cette question-là, j'ai presque plus l'impression que le fait d'avoir travaillé aujourd'hui, pour la présentation d'aujourd'hui, pourrait plus facilement me permettre de vous répondre, mais avant d'avoir fait ce travail-là, j'aurais été incapable d'en dire quoi que ce soit. Parce que du coup, là, je peux en mettre une forme intellectuelle, mais je pense qu'avant, il y avait déjà quelque chose, mais qui était informel, vraiment au sens propre, mais certainement qu'il m'avait changé, sans que je puisse vraiment le définir. Là, du coup, je l'ai intellectualisé, comme en plus en échangeant avec François, dans une façon de me dire, ah ben oui, avec les patients qui vont mourir, en fait, on n'est pas là pour les accompagner à mourir. Enfin, voilà, ça m'a fait travailler déjà avant de le formaliser aujourd'hui autour de cette question de mais qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui vont mourir? Quelle est notre fonction? Est-ce que c'est ce truc-là de les aider à mourir bien? Est-ce que c'est vraiment ça mon travail ou pas? D'autant que ce patient-là, c'est quand même rare, hein, les suivis longs et aux allures psychothérapiques. Enfin, en tout cas, moi, dans mon service, c'est très très rare. Donc c'était un patient où j'ai eu une frustration énorme quand il a disparu, vraiment de quelque chose de mais pourquoi j'ai même pas le droit de... Et puis quelque part, en plus, quelque chose de ce que vous venez de dire, François, mais alors je vais pas savoir comment on meurt. J'aurais pu, avec lui, il aurait pu me dire des trucs, j'aurais eu des révélations, bah non, rien. Il va falloir que je me débrouille toute seule. Et puis, en fait, c'est pas ça, mon travail, c'est autre chose. Alors qu'elle lui a permis simplement de continuer à vivre alors qu'il allait mourir. Parce que c'est peut-être ça le travail, c'est... Tant qu'on n'est pas mort, on vit, et puis c'est le seul enjeu. Petite ponctuation encore? Oui. Non, moi, je voulais remercier Stéphanie et François de cette intervention et dire juste que pendant que tu parlais, Stéphanie, ça m'a beaucoup fait penser à une association qui s'appelle Apprivoiser l'absence, qui intervient dans des services où il y a
des pathologies graves et donc mortelles, et que j'ai beaucoup appris en écoutant comment ils travaillaient. Ce sont donc des bénévoles qui ont eux-mêmes traversé l'expérience de la mort d'un proche, et qui m'ont vraiment fait penser cette dimension du projet, et que le projet est toujours possible en fait, et que peut-être mourir, c'est pas tant mourir quand les fonctions vitales s'arrêtent, mais que mourir, c'est sans doute quelque chose, et du coup j'entendais beaucoup ça, et chez le clinicien et chez le patient, quand on n'a plus la capacité à être transformé, justement, ni par la rencontre, ni par le fait de faire un projet. Et c'est pas tant la mort du corps organique, mais c'est plutôt, on peut mourir bien avant d'être mort, et on peut vivre bien après être mort, avec cette idée que si on est toujours dans la capacité à transformer, à être transformé par la rencontre ou par les éléments cliniques ou autre chose, alors on peut vraiment penser la mort différemment. Et voilà, ça m'a beaucoup fait penser à tout ça. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ça va faire plaisir à notre collègue Daniel Kuperman. Dans le journal clinique, Ferenczi, affronté à son anémie pernicieuse, dit « Pour réussir à rester en vie, ça va me coûter tellement d'énergie, tellement de travail psychique, que je ne vais pas être capable et que la maladie va gagner. » C'est très extraordinaire. Alors il est dans de la toute-puissance, mais il dit quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'il prend acte, et si son moi accepte peut-être de mourir, son moi, hein, pas son désir et son inconscient, c'est que le moi comprend qu'il n'a pas la force de continuer la partie, et qui fait semblant d'accepter la mort. C'est-à-dire, moi je dirais la dernière ruse de la conscience, c'est quand le moi semble apaiser et accepter la mort, alors qu'il est simplement en train d'accepter la mort pour ne pas être confronté au fait que si la bataille continuait, les plus forts bataillons pulsionnels détruiraient le moi. Et que le moi, plutôt que de se voir anéanti et détruit, se range, principe de réalité, pour sa survie. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon, est-ce que mourir, c'est pas mourir pour le moi en gardant le fait qu'il est toujours vivant? Le moi se range au principe de réalité. Je retiens cette formule parce que c'est exactement ce qui va nous arriver. Ah, il est pragmatique, ce garçon. Quelques mots de remerciement. Non, j'allais simplement, très modestement, prononcer quelques remerciements, parce que c'est vraiment la fin, ça va prendre juste quelques instants. J'aimerais remercier Carla Martins d'avoir présidé cet après-midi avec moi. J'aimerais remercier tous les membres du comité d'organisation qui se sont donnés pas mal là, depuis quelques temps. J'aimerais remercier encore une fois le programme La Personne en Médecine, parce que si tout ça était possible, c'est parce qu'ils ont bien voulu nous financer. J'aimerais remercier tous nos collègues brésiliens qui ont fait tous ces milliers de kilomètres pour venir nous parler dans notre... pour venir nous parler dans leur langue en plus, donc, ou alors dans la nôtre, mais avec tous les efforts que ça a coûté. Merci vraiment. Et puis j'aimerais vous remercier, vous, parce que vous avez été très nombreux et on a senti une participation vraiment très intense, quand bien même tout le monde n'a pas pu prendre la parole. Donc, je veux rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Non, parce que... J'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Je vois pas pourquoi on a cité dans les remerciements Carléo Schwering et François Villa. On dit le comité d'organisation. Le comité d'organisation, c'était Marco Araneda, c'était Manon Fontaine, c'était Élise Ricada et c'était Anne-Laure Seberg, en plus de nous deux. Et c'est important.